le cadre du débat public organisé sur le projet d'extension du port de Dunkerque, la commission particulière du débat public a souhaité organiser un cycle d'auditions permettant à des experts de s'exprimer sur un certain nombre de points et améliorer la connaissance et faire en sorte d'éclairer le public et la commission particulière sur les enjeux liés au projet CAP 2020. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jimmy Marie, donc, qui est chargé de mission Plan Climat Territorial à la direction Environnement, Territoire et Transition énergétique de la communauté urbaine de Dunkerque. Bonjour, Monsieur Marie. Bonjour. Aujourd'hui, donc, vous êtes chargé de mission Plan Climat Territorial et donc vous allez nous parler de ce plan climat territorial, donc, qui est un élément assez important, même très important au niveau de la communauté urbaine pour tous ces aspects enjeux climatiques. Et donc vous allez nous parler à la fois de ce qui est global au niveau gaz à effet de serre, etc. Et puis au niveau micro-local qui est finalement la pollution, les populations, la pollution atmosphérique, les pollutions concernées par ces pollutions atmosphériques. Donc, je vous laisse la parole. Donc, vous avez une bonne vingtaine de minutes. Et ensuite, nous échangerons par questions-réponses. D'accord, je vous remercie. Donc, le plan Air, Climat, Énergie Territoriale 2015-2021 de l'agglomération dunkerquoise. Je vais vous proposer un petit propos introductif sur le défi climatique. Et le sommaire se déroulera de la façon suivante. Donc, un plan climat, il est avant tout fait pour répondre à la réglementation. Il est également fait pour se fixer des objectifs en matière de lutte et d'adaptation au changement climatique. Il nous a permis également de consolider le diagnostic climat-énergie de l'agglomération et de l'administration, mais également d'intégrer la thématique de la qualité de l'air, nouveauté voulue par la loi de transition énergétique. Enfin, ce plan climat nous permet également de bâtir une double feuille de route, une feuille de route en interne de l'administration, de la communauté urbaine de Dunkerque, et une autre feuille de route à vocation territoriale pour rechercher l'engagement des acteurs publics et privés et de la société civile du territoire. Et enfin, j'analyserai rapidement le projet CAP 2020 au regard des objectifs du plan Air, Climat, Énergie Territoriale. Donc le propos introductif sur le défi climatique, pour moi, il tient tous les enjeux du défi climatique reposent dans cette slide. On voit que les émissions annuelles au niveau mondial représentent 32,6 milliards de tonnes équivalent CO2, avec une capacité d'absorption naturelle de la planète évaluée à un peu moins de 18 milliards de tonnes équivalent CO2. Ce qui veut dire que chaque année, vous avez à peu près 15 milliards de tonnes équivalent CO2 qui s'ajoutent dans notre atmosphère et qui finalement amplifient le phénomène d'effet de serre et qui se répercute sur les conditions climatiques et modifient les paramètres climatiques. Donc le plan climat, il a été également, surtout fait pour répondre aux obligations réglementaires. C'est une obligation issue du Code de l'environnement, issue des lois Grenelle dans un premier temps et renforcée par les lois de transition énergétique de 2015. Donc le Code de l'environnement impose aux collectivités de plus de 50 000 habitants d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur une approche interne à l'administration, une approche du territoire. Quels sont les secteurs d'activité qui émettent. Il faut le rendre public et ces bilans d'émissions de gaz à effet de serre sont à actualiser tous les 3 ans. Je vous présenterai les résultats de ces bilans. Le Code de l'environnement impose également d'élaborer un plan en climat-énergie territoriale qui doit inclure dans les politiques publiques des objectifs chiffrés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. Il faut également établir un programme d'action interne et pour le territoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'administration ou du territoire, assurer un suivi et une évaluation du plan, et enfin ce plan est actualisé tous les 6 ans. Alors le plan climat actuel 2015-2021 a été voté et délibéré en 2015. Il définit 5 objectifs prioritaires: accroître l'efficacité énergétique du territoire, développer les énergies renouvelables et de récupération, réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques et enfin adapter le territoire aux conséquences prévisibles du changement climatique. Derrière ces grands objectifs, vous avez des objectifs chiffrés. Donc je vous les présente très rapidement sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc moins 20% d'ici à 2020 avec une année de référence à 2008. Des objectifs intermédiaires sur le plus long terme à moins 40% pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc ces objectifs sont cohérents avec les objectifs européens, des directives européennes,
avec les objectifs nationaux, hein, notamment ceux de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et il y a un objectif à plus long terme, hein, le facteur 4 à 2050, donc réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre. Sur les énergies renouvelables, l'objectif à court terme 2020, donc 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du territoire. Un objectif de 32% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Et enfin, un objectif à 2050, l'objectif long terme, avec 100% d'énergie renouvelable. Sur la consommation énergétique, ce qu'on peut appeler l'efficacité énergétique, vous avez un objectif de réduction de 20% à court terme, un objectif à moyen terme à 2030 de moins 30%, et enfin un objectif de moins 50% d'ici à 2050. Le plan climat a permis également de consolider le diagnostic climat sur notamment la vulnérabilité face aux conséquences du changement climatique. On a le niveau de la mer qui augmente. Vous avez les hauteurs d'eau enregistrées dans le marais Graff à Dunkerque. Donc on voit bien une tendance à l'augmentation du niveau de la mer. D'où des problèmes de submersion marine qui peuvent se poser sur le territoire, qui ont été analysés notamment avec l'appui des services de l'État. Et enfin, des problématiques en termes d'inondation continentale. Comment assurer la capacité de notre territoire à évacuer les eaux qui nous viennent de l'arrière-pays vers le littoral, vers la mer. Sur le bilan carbone, donc je suis sur la photographie du bilan carbone de l'administration. Je vous ai mis les évolutions 2008, 2011, 2015. Je ne m'attarde pas. L'administration, faire tourner les services publics communautaires, c'est à peu près 55 000 tonnes d'équivalent CO2, l'ordre de grandeur, avec un premier poste qui est la gestion des déchets et notamment l'incinération des 80 000 tonnes d'ordures ménagères qui sont émises sur le territoire chaque année. Ce qui veut dire que la communauté urbaine de Dunkerque, ses services publics, est responsable de 0,3% des émissions du territoire. Sur les photos 2008, 2011 et 2015, on a une vraie tendance à la réduction avec moins 6,15% entre 2008 et 2015. Et notamment d'autres projets, je pense notamment à l'achat de biogaz pour les bus, qui pourraient venir faire diminuer ce bilan assez rapidement d'ici quelques années. Pour la photo du territoire, sur le bilan carbone, je vous ai mis l'estimation 2015. Donc on est sur un territoire qui émet à peu près chaque année 25 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc on ne compte pas beaucoup de tonnes d'équivalent CO2 tous les jours. Donc c'est quand même très important pour un territoire de 200 000 habitants, mais qui s'explique par la présence notamment de l'industrie. Industrie de l'énergie et procédés industriels compilés réunissent 85% des émissions du territoire. Le troisième poste qui ressort sur ces estimations est le transport de marchandises, dans lequel le Grand Port Maritime de Dunkerque joue un rôle pour à peu près 2 millions de tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Donc je vais faire un petit focus sur le transport de marchandises. Ces 2 millions de tonnes d'équivalent CO2, comment elles se répartissent. Donc vous avez sur le fret maritime et fluvial à peu près 1,5 million de tonnes équivalent CO2 qui sont générées par l'activité, le fait que des navires entrent et sortent du Grand Port Maritime, donc ce qui représente à peu près 75% des émissions du poste transport de marchandises. Le reste étant réparti sur le fret routier et dans une moindre mesure sur le fret ferroviaire. On est sur une approche pour estimer ces ordres de grandeur en tonnes équivalent CO2 sur une approche par tonne par kilomètre, ce qui veut dire que on a bien vu la massification du transport maritime et fluvial, beaucoup de tonnes kilomètres qui sont transportées, ce qui montre que 81,6% des émissions sont liées au transport maritime et fluvial dans ce secteur. J'en viens maintenant à la thématique de la qualité de l'air, donc nouvellement intégrée depuis 2015 dans ce plan air, climat, énergie territoriale désormais. Donc sur la thématique de la qualité de l'air, la volonté de nos élus, ça a été d'améliorer la connaissance des émissions et des niveaux de concentration sur plusieurs polluants. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les niveaux de concentration et finalement moins les émissions, les concentrations, parce que c'est la qualité de l'air que respirent les habitants du territoire. Localiser les personnes et les équipements sensibles. Identifier les secteurs à enjeu, notamment les logements et les équipements publics, et enfin de déterminer un nombre d'habitants ou d'équipements sensibles qui vivent à proximité de zones où on peut avoir des dépassements de seuils réglementaires sur divers polluants. Donc là, vous avez les concentrations annuelles moyennes en dioxyde de soufre sur l'année 2013. On voit très nettement le port ouest qui apparaît
assez émetteur. Toute la zone industrielle au portuaire également qui ressort de la carte. Le constat est le même hein, sur le dioxyde d'azote. Là, on voit donc, le dioxyde d'azote est un polluant très révélateur du transport. Et donc, on voit très bien, pour ceux qui reconnaissent le territoire, hein, les axes routiers principaux et encore une fois, hein, les quais du Grand Port Maritime, que ce soit sur le bassin maritime ou l'entrée du Port Ouest. Le dioxyde de soufre est un polluant typiquement révélateur de l'industrie. Le dioxyde d'azote, un polluant révélateur du transport. Enfin, sur les particules, on a le constat est similaire. Hein, on est vraiment recentré avec des dépassements des valeurs limites. Là, par contre, on ne les avait pas sur les deux autres polluants. Dépassements des valeurs limites, mais qui sont très cantonnés finalement sur quelques circonscriptions industrielles. Et le long du linéaire de la 16 également, une petite tache également sur le frein Cook. On a essayé de caractériser ensuite la population sensible. Population sensible, on a défini la population sensible comme les personnes de plus de 65 ans et les enfants de moins de 5 ans, qui sont des personnes plutôt sensibles par rapport à la pollution et à la qualité de l'air. Et on a également défini des équipements sensibles, hein, les écoles, les équipements sportifs de plein air, les centres hospitaliers, les maisons de retraite, les espaces verts, les parcs d'agglomération, voilà, pour caractériser un peu les équipements sensibles. Ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a essayé de superposer ces différentes couches pour arriver à ce type de carte où on arrive. Là, je suis sur le dioxyde de soufre, où on voit qu'aucune population n'est exposée au seuil de dépassement. On est vraiment cantonné sur une industrie. Par contre, on a quand même, au niveau de l'agglomération, 47 000 personnes, un habitant sur 4 presque, qui vit à proximité hein, de zones où il y a des dépassements dans les valeurs moyennes annuelles. Le constat est différent hein, sur le polluant qui pose le plus grand problème, les particules. Hein, on en entend souvent parler dans l'actualité. Et là, on voit qu'on a 5000 personnes qui sont exposées, hein, notamment le long du secteur industriel et le long de la 16. J'en viens maintenant à la cinquième partie. Hein. Le plan climat, c'est aussi bâtir une feuille de route hein, pour essayer d'atténuer ces émissions à la fois en interne et à la fois les émissions du territoire. Et on a une feuille de route en interne qui se structure autour de 6 domaines et qui est calée sur un référentiel d'excellence, le label Citergie, hein, qui est porté en France par l'ADEME et qui vise à entraîner les collectivités dans un processus d'amélioration continue en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de leur impact sur le changement climatique. L'ACUD est lauréat hein, du label Citergie Gold, j'y reviendrai. On a une feuille de route pour le territoire hein, qui a été écrite en concertation avec les acteurs socio-économiques de notre territoire autour de 9 thématiques, 9 axes de travail. On a eu 27 réunions de concertation entre janvier et mai 2015 qui nous ont permis d'élaborer et d'écrire cette feuille de route pour le territoire. Au total, il y a eu à peu près 500 participants dans tous ces groupes de travail. Une petite carte sur Citergie. Donc vous avez la répartition en France des collectivités labellisées Citergie. Donc c'est vraiment un label avec des paliers. Le trophée d'excellence, hein, Citergie Gold, est décerné en France à seulement 2 collectivités. La ville de Besançon et la communauté urbaine de Dunkerque qui a renouvelé hein, cette année son label Citergie Gold. On est dans les 2 meilleures collectivités référencées au niveau français et on entre dans les 40 collectivités européennes les mieux notées par rapport à ce label qui peut s'apparenter à une démarche hein, ISO 14000, une démarche de certification. J'en viens maintenant à la feuille de route, à vous détailler rapidement la feuille de route en interne. Hein. Donc sur le domaine 1, la planification du développement territorial, on a la révision du plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacement hein, qui est en cours et qui vise à mieux prendre en compte les problématiques liées à la mobilité, à l'étalement urbain, à la périurbanisation, à la densité. Les enjeux de santé et du plan climat sont également centraux hein, pour la révision de ce document d'urbanisme. Les auditeurs, quand ils sont venus analyser, nous ont également dit qu'on avait une très bonne connaissance du risque lié à l'adaptation au changement climatique et qu'on avait un peu anticipé tout ce qui est cette gestion du risque hein, par la prise de compétences anticipées par rapport à la loi GEMAPI. Et enfin, on engage également un programme d'action pour la prévention des inondations, un planning hein, qui vise à consolider un peu nos ouvrages de protection à la mer.
Par ailleurs, on a une bonne connaissance aussi de la programmation énergétique territoriale à une échelle très fine et de qualité. On sait quel secteur d'activité consomme tel type d'énergie, etc. Et on a des trajectoires qui doivent nous permettre d'atteindre les objectifs que je vous ai présentés il y a quelques minutes. Sur le domaine 2 de cette feuille de route interne, donc le patrimoine de la collectivité, je passe rapidement. Voilà, c'est sur tous les bâtiments en possession de la communauté urbaine de Dunkerque. On a une bonne connaissance technique et énergétique de notre patrimoine. On sait quels bâtiments sont les plus gros consommateurs, quels sont les programmes de travaux à faire pour rénover nos patrimoines et les amener dans une classe énergétique la plus économe possible. Le domaine 3, qui est le domaine qui regroupe toutes les compétences services techniques que je pourrais qualifier. Donc on a un réseau de chauffage urbain qui a été alimenté par plus de 80% par la valorisation des rejets thermiques de l'industrie. Il dessert à peu près 180 bâtiments pour 1200 logements. On a une planification du développement du réseau de chaleur qui est planifié dans les mois et les années à venir. On a une politique déchets qui porte sur la valorisation énergétique, notamment la production d'électricité et de matière par le compost et le tri sélectif et le recyclage des ordures ménagères de l'agglomération. Le domaine 4 autour de la mobilité, on a un projet d'envergure DK+ de mobilité qui vise à refondre complètement le réseau de transport en commun avec une ambition de doubler la part modale des transports en commun. Et donc ce projet vise à créer un réseau plus rapide, plus proche des habitants avec des lignes plus fréquentes et un accès plus facile avec la gratuité progressive qui sera mise en place, la gratuité qui est déjà effective pour les week-ends et jours de pollution notamment, et dans une année, une gratuité complète du réseau. Enfin, la communauté urbaine soutient également la mobilité douce en développant un plan vélo, en mettant une offre de vélo en libre service, des services à la demande pour les transports collectifs. Sur le domaine 5 de notre feuille de route interne, on a une flotte de véhicules qui a été réduite, des véhicules économes qui ont été achetés, les consommations de carburant sont suivies et l'ensemble du personnel accrédité à utiliser les véhicules de service sont formés à l'éco-conduite. En interne, on a également eu la mise en place d'un système de management de l'environnement par une démarche ISO 14001 sur plusieurs équipements et services de la communauté urbaine de Dunkerque. Enfin, le dernier domaine, le domaine 6, autour de la communication et de la coopération. Donc, la collectivité a une forte identité en matière énergie-climat. On a une charte graphique liée au plan climat. On a une stratégie de communication qui est claire avec des équipements dédiés à la sensibilisation et notamment le Learning Center sur la ville durable. On participe à des projets de coopération locale, voire même internationaux, avec les acteurs différents acteurs, notamment autour des sujets liés à l'énergie, le pôle énergie 2020 et Eura-Énergie prochainement. J'en viens maintenant à vous présenter très rapidement la feuille de route du territoire. Donc 9 axes de travail. Un premier autour de l'exemplarité des collectivités et organismes publics. Donc comment accompagner cette communauté professionnelle autour de la comptabilité énergétique, l'intégration des énergies renouvelables, la rénovation énergétique de leurs bâtiments, le déplacement des agents et l'achat de véhicules propres. Je passe assez rapidement. Un deuxième axe autour de la conception de la ville vers une ville plus durable et offrir une mobilité moins émettrice de gaz à effet de serre. J'ai évoqué le projet DK+ de mobilité et la révision du PLUI communautaire en PLUI HD, habitat et déplacement. Donc comment concevoir des aménagements urbains plus vertueux au regard des enjeux énergie, climat et qualité de l'air et promouvoir une mobilité moins émettrice de gaz à effet de serre. Un axe qui est fondamental, l'axe comment promouvoir et encourager l'exemplarité des acteurs industriels. Au vu du diagnostic de bilan de gaz à effet de serre que je vous ai montré, 85% des émissions sont issues de cette communauté professionnelle au sens large. Donc comment valoriser les énergies fatales générées par les process industriels, comment développer les énergies renouvelables, maîtriser la demande énergétique des acteurs industriels et les encourager à l'amélioration de la qualité de l'air par divers moyens. Un axe 4 autour de l'énergie, thème moteur pour la recherche et le développement du territoire. Comment valoriser l'énergie fatale du territoire, ça rejoint l'axe précédent. Comment développer les énergies renouvelables et engager des projets de recherche et de formation, parce qu'il y aura bien des besoins en professionnels qualifiés et donc de l'emploi derrière tout ça. Un axe autour de la préservation des ressources naturelles et agricoles, préserver la trame verte et bleue du territoire, limiter les intrants, notamment chimiques, dans la gestion de nos espaces verts, développer de nouveaux modes de production et de distribution alimentaire sur le territoire, et enfin améliorer la connaissance des enjeux de biodiversité sur le territoire.
L'axe 6, autour de l'habitat, des logements, donc comment réduire l'empreinte écologique de l'habitat par des aménagements et une planification du développement résidentiel au regard de critères environnementaux, réhabiliter de façon performante des logements anciens, construire des logements neufs performants qui vont pourquoi pas au-delà de la réglementation thermique en vigueur, et enfin sensibiliser les habitants au bon usage énergétique de leur logement. Un axe dédié au suivi et à l'anticipation des risques de l'évolution climatique, avec notamment une priorité sur le développement de la connaissance des effets du changement climatique et l'inscrire dans les démarches de planification. Et enfin, accroître la culture du risque sur le territoire, sur les principaux risques qui ont été évoqués, submersion marine et inondation continentale notamment. Un axe 8 qui est primordial également, autour de la sensibilisation et de la mobilisation des habitants. Comment sensibiliser les habitants aux enjeux énergétiques, climatiques, de la biodiversité en ville, aux enjeux de santé alimentaire également. Comment sensibiliser les habitants sur les impacts sanitaires de la qualité de l'air, notamment lors des pics de pollution, quelles sont les conduites à tenir. Et enfin, sensibiliser sur les évolutions du climat et de ses impacts. Ça fait écho aussi à l'axe précédent. Enfin, un dernier axe pour la feuille de route du territoire qui est l'implication des acteurs économiques. On a parlé des grands industriels dans un axe dédié. Là, on est plutôt sur le tissu PME tertiaire également. Donc, comment sensibiliser ces acteurs sur des enjeux énergétiques, climatiques, diagnostic préalable, comment mettre en place des programmes locaux en faveur d'une gestion optimisée des déchets et comment réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments et les transports. Donc il y a une vraie volonté d'engager les acteurs du territoire et la société civile dans ce plan climat. Et on a une série de communes qui se sont engagées à nos côtés. On a des bailleurs sociaux qui se sont engagés à nos côtés. On a des associations qui se sont engagées, des grands groupes. On a des énergéticiens. On a l'université qui s'est engagée. On a deux acteurs qui sont concernés par notre débat aujourd'hui, le Grand Port Maritime et Voies Navigables de France qui sont également engagés. Donc ces engagements ont pris forme par on a une restitution lors du lancement du plan climat, on a invité tous ces acteurs à venir s'engager de manière officielle lors d'une cérémonie de présentation du plan climat en 2015. Toutes ces structures qui se sont engagées s'engagent vraiment à formaliser dans leur champ d'action, dans leur domaine de compétences, des actions précises qui peuvent entrer dans le champ du plan climat. Donc tout cela se matérialise par des conventions de partenariat entre les structures que je vous ai présentées et la communauté urbaine de Dunkerque. J'ai pris l'exemple du Grand Port Maritime qui, dans son domaine de compétences, s'engage à promouvoir une mobilité moins émettrice de gaz à effet de serre, de polluants, développer des structures de logistique pour accueillir de nouveaux carburants, faciliter le report modal, développer les énergies renouvelables, contribuer à la demande à contribuer à la maîtrise de la demande énergétique des industriels, etc. etc. J'en viens maintenant à regarder un petit peu, analyser le projet CAP 2020 au regard des objectifs du plan climat, notamment le focus sur l'impact sur le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre. Donc le CAP 2020, c'est un port 2 fois plus grand, 2 km de quais supplémentaires, environ 350 hectares de zones logistiques, 1,5 million de mètres carrés d'entrepôts, un objectif à 2,5 millions d'équivalents 20 pieds d'ici à 2035, une évolution du trafic routier qui est chiffrée sur le slide, des impacts en matière de consommation de terres agricoles notamment et de foncier, la création d'un bassin avec 30 000 mètres cubes de quantité de matériaux à extraire, et enfin un chantier d'envergure qui pourra occasionner certaines nuisances. Donc, je me suis attaché à essayer d'analyser un petit peu tout ça au vu du prisme émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce que je peux dire de prime abord, c'est plus le transport maritime est massif, moins il est émetteur. On voit bien que rapporté à la consommation de fuel par la tonne transportée, plus le navire est récent et plus le navire est massif, plus il permet d'embarquer des conteneurs, plus il est efficace au point de vue de sa consommation énergétique. Sur l'implantation logistique, on parle à peu près de 1,7 million de mètres carrés d'entrepôts.
et 350 hectares de superficie, de surface de logistique créée. J'ai regardé un petit peu dans la matrice bilan carbone. Lorsque l'on a des cultures qu'on part vers qu'on imperméabilise, chaque hectare imperméabilisé génère à peu près 190 tonnes d'équivalent CO2 par le fait de cette artificialisation des sols. Donc 350 fois cette artificialisation des sols générerait à peu près 66 000 tonnes d'équivalent CO2. Je vous rappelle, les émissions internes à l'administration communautaire, c'est 55 000 tonnes d'équivalent CO2 par an. Sur la création d'1,7 million de mètres carrés d'entrepôts logistiques, j'ai des facteurs d'émissions également dans la matrice bilan carbone qui sont différenciés selon le type de construction. Si on est sur une construction béton, le facteur d'émission est beaucoup plus important rapporté au mètre carré. Si vous êtes sur une construction métal, le facteur d'émission est beaucoup moins important. D'où finalement comment essayer de concevoir ces entrepôts logistiques de manière à les intégrer mieux dans le paysage, à créer des surfaces permettant d'accueillir des productions en termes d'énergie renouvelable. Enfin voilà, un simple calcul, 1,7 million de mètres carrés, si on prend le facteur d'émission le plus favorable, ça générerait 467 000 tonnes d'équivalent CO2. On a pas mal d'entrepôts déjà implantés sur le territoire du Port-Ouest, notamment des entrepôts frigorifiques avec du froid négatif ou du froid positif. La question pourrait être également de voir, pour réduire l'impact en termes de consommation d'énergie, de voir un peu comment on pourrait utiliser les frigories du terminal méthanier pour alimenter ces entrepôts frigorifiques. Sur le développement et l'incitation à l'utilisation de carburants moins émetteurs, de la même façon, je vous ai mis les facteurs d'émission pour différents carburants. Et on voit bien l'avantage qu'a le gaz naturel, qu'il soit liquéfié ou comprimé, GNV ou GNC, par rapport à du fuel qui est traditionnellement utilisé par les navires. Le fait simplement de substituer le fuel ou le gasoil par du GNL ou du GNC génère 21% d'émissions de gaz à effet de serre en moins à kilowattheure équivalent, bien entendu. Toutes ces énergies sont traduites en kilowattheure pour gommer un peu les effets de conversion. Donc le grand port maritime travaille dans ce sens, notamment avec le terminal méthanier pour des stations d'avitaillement et essayer d'inciter des navires à passer à la carburation gaz plutôt que fuel. L'électrification des quais également permettrait de réduire, lorsque les navires sont à quai, les consommations de fuel et donc les émissions associées en termes de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Bien entendu favoriser le report modal vers des modes moins émissifs et fluidifier le trafic routier. On a quelques graphiques dans le document du Grand Port Maritime, du maître d'ouvrage. Donc sur les objectifs de répartition modale actuelle et future, la situation 2013, c'est 300 000 équivalents 20 pieds avec 80% par la route, soit 240 000 conteneurs qui passent par la route. En phase 1, 1,5 million, les projections 1,5 million de conteneurs avec 56% par la route, soit 840 équivalents 20 pieds par la route. En phase 2, 2,5 millions d'équivalents 20 pieds avec 49% par la route, soit 1 225 000 conteneurs qui passeront par la route. Je vous ai mis à côté pour un ensemble articulé poids lourd, châssis porte-conteneurs, les émissions totales en termes pour le fret, c'est 104 grammes d'équivalent CO2 par tonne transportée par kilomètre. Donc les chiffres s'additionnent très vite et qui font monter forcément le bilan carbone du transport routier. Des émissions seront engendrées par la construction des infrastructures routières pour acheminer et sortir les marchandises des terminaux. Je vous ai mis quelques facteurs d'émissions. Si on regarde sur des routes d'un gabarit assez conséquent, qui peuvent accueillir 2000 à 5000 poids lourds par jour, par mètre carré de surface de voirie créée, la matrice bilan carbone estime à 843 kg d'émissions de gaz à effet de serre pour 1 mètre carré de voirie créée. On a des impacts, une pression sur l'environnement qui se fait tout au long de la vie pour la construction, l'entretien et la fin de service des routes, des impacts en termes de consommation énergétique, d'énergie qui est nécessaire à la fabrication des matériaux, des impacts sur le paysage, sur la fragmentation des espaces naturels, les émissions de polluants, la production de déchets, consommation d'eau et consommation des espaces.
Je vous ai mis un graphique également sur le poids que j'ai pour la construction d'infrastructures routières. On se rend compte que sur le pouvoir de réchauffement global qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la fabrication des matériaux qui sont nécessaires à la construction de ces infrastructures qui ont un poids en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Le transport de ces matériaux, les mélanges, sont la deuxième cause. On voit que les process de chantier sont a priori arrivent en quatrième poste. Je vous ai mis quelques poids carbone de quelques matériaux de construction où on voit par exemple que pour le béton, par exemple, s'il est à froid, il émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. S'il a une part de recyclé plus importante, il émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Si je prends un béton ciment pour un usage routier, c'est 134 kg d'équivalent CO2 par tonne de béton. Vu que c'est des quantités considérables en termes de matériaux qui sont nécessaires pour construire ces infrastructures, les émissions sont également rapportées à la quantité de matériaux mis en place. Enfin, j'ai pris un exemple à notre modeste niveau. On a essayé d'estimer l'impact d'un chantier qui a été porté par la communauté urbaine de Dunkerque dans son champ de compétences, à savoir l'assainissement. C'est presque anecdotique par rapport à l'ampleur du chantier pour Cap 2020. Le remplacement d'un demi-kilomètre de linéaire de canalisation pour l'assainissement, et on a essayé d'arriver à une approche simplifiée d'un bilan carbone pour ce type de chantier. Ce qui nécessite un suivi très fin en termes des matériaux qui sont mis en place, des déplacements des personnes et des matériaux qui viennent sur le chantier, d'énergie consommée sur site par les stations de pompage, les matériaux de construction, les grues, etc. Et ce qui nous permet d'estimer, sur ce chantier, on a estimé qu'il a généré à peu près 205 tonnes d'équivalent CO2, avec une forte part qui provenait de l'énergie interne, donc la consommation des grues. On était sur un chantier où il a fallu pomper, la nappe était présente, donc voilà, du pompage pour relever les eaux. On voit que le déplacement des ouvriers génère finalement très peu de gaz à effet de serre. Le fret des matériaux qui ont été mis en place génère à peu près 28 tonnes sur ces 205 tonnes. Et on voit bien que les matériaux, les services et services entrants, ainsi que les déchets, sont les deuxième et troisième postes d'émissions pour ce chantier. Bien, merci beaucoup pour cette présentation très, très détaillée. La dernière partie de votre intervention, d'ailleurs, vient d'une certaine façon compléter ce que dit le maître d'ouvrage dans son dossier, même avec un peu moins de détails que vous ne l'avez fait. Donc, ce que dit le maître d'ouvrage dans son dossier sur les émissions le bilan d'émissions de gaz à effet de serre au niveau de la région, en fait, globalement Hauts-de-France. Là, donc, vous faites une analyse sur le Dunkerquois, et on s'aperçoit que finalement, avec ce projet, il y a des éléments positifs, du fait de la massification, par exemple, et puis un certain nombre d'éléments plus négatifs, l'artificialisation, les bâtiments, les transports vers l'Interland, en fait. Donc, finalement, l'appréciation des gaz à effet de serre, c'est très différent selon qu'on se place au niveau local ou à un niveau plus régional, je n'ose pas dire global. Hein. Donc, j'avais une question concernant les émissions liées au transport. Vous ne différenciez pas maritime et fluvial. Je pense que le maritime doit prendre une place très prépondérante, mais ça pourrait être intéressant de la distinguer, parce que finalement le fluvial, c'est la desserte de l'Interland, donc ça permettrait d'avoir une appréciation beaucoup plus fine. Est-ce que c'est possible ou non ? Alors, dans les graphiques que je vous ai présentés, effectivement, on est sur un couple fret maritime, fret fluvial. C'est bien évidemment dissocié, puisque les émissions fluviales, on les estime via les rapports d'activité de Voies navigables de France, qui nous permettent de dire combien de tonnage de marchandises a été transporté sur tel et tel secteur. Les émissions du fret maritime sont liées au rapport d'activité du grand port maritime de Dunkerque,
Elles sont agglomérées par la suite, mais effectivement, le détail, je pourrais le ressortir assez facilement. Il est évident que l'ordre de grandeur doit être 90 ou 95 pour les émissions maritimes, voire peut-être plus, et peut-être 5% pour les émissions fluviales, voire même moins, quoi, dans la répartition de ces émissions fret maritime, fret fluvial, entrant ou sortant. Dunkerque a la spécificité, enfin quand je dis Dunkerque, c'est le Dunkerquois, d'être soumis à une forte concentration de dioxyde de soufre en raison des implantations industrielles. Mais vous avez aussi évoqué la question des transports, donc avec les dioxydes d'azote et les particules fines. Est-ce que finalement le fait d'avoir plus de camions en dépit de la recherche de report modal important, est-ce que le développement quand même du trafic conteneur par camion ne risque pas d'entraîner du fait déjà du nombre de camions et en plus du risque de congestion des autoroutes qui entraîne beaucoup plus d'émissions que si le trafic est fluide, donc des problèmes de santé finalement pour les populations les plus sensibles. Et dans votre carte, question subsidiaire, dans votre carte où vous pouvez analyser les lieux sensibles impactés par différents polluants, est-ce qu'on risque pas d'avoir finalement un élargissement de ces zones sensibles et donc des populations concernées? Oui, il est probable qu'en fonction de l'évolution du trafic, on ait une évolution identique des émissions. Si le trafic augmente de 10%, a priori les émissions à carburation constante et équipement motorisation constante, effectivement 10% d'émissions en plus. On a quand même des progrès techniques qui ont été faits, notamment voilà, la mise en œuvre de la norme Euro 6, la question de pourquoi pas aussi substituer le gasoil par du gaz naturel qui permet de réduire un petit peu, même de manière significative, les émissions de dioxyde d'azote. Effectivement, les zones impactées vont s'élargir. Voilà, comment prendre en compte aussi le renouvellement du parc de camions, pourquoi pas le passage de camions sur des énergies un peu plus vertueuses au point de vue des émissions de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques. Mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, pour les particules et les oxydes d'azote, on est sur un secteur où on a, sur le tronçon de la 16, on le voit bien sur la carte, où on a plusieurs tronçons, où on a des dépassements des valeurs réglementaires. C'est-à-dire qu'en moyenne annuelle, on est sur... la valeur réglementaire est à 40 microgrammes par mètre cube. On a sur certains tronçons, on atteint les 50 microgrammes. Effectivement, voilà, plus de camions générera forcément plus d'émissions dans des zones qui peuvent être soit habitées, soit avoir des équipements publics, voilà, des parcs Donc effectivement, ça pourrait poser problème sur le nombre de camions. Voilà, comment essayer de le répartir, fluidifier le trafic, favoriser le report modal, même si on augmente le report modal, au vu de l'évolution du nombre de camions qui passeront par la route, de conteneurs qui passeront par la route, on aura forcément des émissions qui vont augmenter. Parce que finalement, actuellement, donc en dioxyde d'azote et en poussière, donc en poussière, en PM10, il y a des dépassements des valeurs limites, mais on est dans la norme en fait d'une certaine façon. Enfin, la région de France, surtout la partie septentrionale, n'est pas très bonne. Elle n'est pas directement concernée par un contentieux communautaire, enfin au sens où le Conseil d'État a enjoint l'administration a amélioré les plans de protection de l'atmosphère pour faire en sorte que l'exposition des populations aux pollutions diminue, mais la situation quand même n'est pas bonne, notamment sur les PM10. Donc c'est ça un petit peu le risque. Est-ce qu'il faudra, du fait de l'augmentation de la circulation, si le projet se concrétise, est-ce qu'il ne faudra pas réduire d'autres formes d'émissions de pollution? Alors, votre plan climat territorial y contribue avec les actions que vous menez, par exemple en matière de mobilité, mais quelle autre solution voyez-vous?
C'est ce que je vous disais, il y a toutes les avancées technologiques. On est sur un projet qui, c'est 2025-2030 je crois, voilà, on aura peut-être encore une ou deux normes européennes sur les émissions des moteurs. On pourrait avoir des ruptures technologiques sur ne plus brûler du gasoil dans les camions, je sais pas, des camions à pile à combustible, camions à hydrogène. Ou, voilà, il y a quand même voilà, les évolutions technologiques qui pourraient venir contrebalancer ces émissions qui seront à la hausse au vu du trafic qui sera, lui, bien évidemment, à la hausse. Après, contrebalancer, voilà, l'industrie est très émettrice aussi en termes de polluants atmosphériques. On a aussi sur des process industriels qui peuvent connaître des ruptures technologiques en quelques années, voire décennies. Voilà, comment se projeter à 2030 sur ces émissions, il y a quand même un point d'interrogation, voilà, sur les ruptures technologiques qui pourraient être prises d'ici là, sur la répartition de la nouvelle géographie industrielle de notre territoire. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes derrière tout ça. Est-ce que vous avez, par exemple, des réflexions en cours avec le port ou à mener sur les implantations, ne serait-ce que c'est au sein du domaine portuaire, pour pouvoir justement éviter des concentrations dans certaines zones et préconiser de les répartir autrement, ce qui pourrait être aussi déjà un premier axe de réponse. De chercher à les répartir, elles seront réparties sur la circonscription portuaire, bien entendu. Elles seront toujours connectées au réseau routier existant, donc en les plaçant à tel ou tel endroit, elles passeront forcément par le réseau existant. Voilà, je pense qu'à mon sens, ce qu'il faut rechercher, c'est le report modal au maximum et essayer par différents moyens d'essayer de fluidifier. Voilà, vous avez un porte-conteneur qui arrive, comment essayer de retenir les camions et de les laisser partir plutôt sur des plages horaires où le réseau n'est pas saturé, plutôt peut-être en nocturne ou hors des heures de pointe. Mais voilà, la logique de fluidifier le trafic est pour moi, à mon avis, la principale marge sur laquelle on peut agir. En engendrant peut-être aussi d'autres impacts en termes de pollution sonore nocturne notamment, puisque là ça impacterait directement des populations qui vivent aux abords des axes routiers les plus fréquents, effectivement. En termes de, vous évoquiez la submersion marine et l'inondation. Est-ce que vous pourriez préciser un peu que, en fonction des analyses, quelles sont les actions qui sont envisagées au niveau de plans de prévention, au niveau de PLUI ou SCOT? Comment déclinez-vous ces... Donc effectivement, tout cela est très réglementé. On a des plans de prévention des risques littoraux, des schémas divers qui visent à améliorer la robustesse de notre territoire face à cet aléa. Le principal risque qui a été modélisé, c'est la rupture de la digue des Alliés, et de voir un petit peu comment l'eau pénétrerait sur le territoire. Historiquement, c'est ce qui s'était passé dans les années 50. L'idée, c'est de voir un peu, de connaître les zones avec des hauteurs d'eau, des vitesses de courant, etc., voir les zones qui sont concernées. Après, en termes d'action, c'est l'entretien et la remise en état des ouvrages de protection, alors qu'ils soient naturels ou anthropiques. Le cordon dunaire est un ouvrage de protection, les digues, les perrets sont des ouvrages de protection. Comment les maintenir en bonne santé par différentes actions? Les actions ne sont pas les mêmes si vous êtes sur des ouvrages naturels ou des ouvrages en dur, en béton. Donc voilà, une connaissance du risque. Comment on l'a retranscrit par des prérogatives dans nos documents d'urbanisme. On pourrait peut-être à terme arriver sur les secteurs à enjeu forts avec des préconisations en termes d'urbanisme sur la capacité d'un quartier à retenir les eaux. Voilà comment essayer on a aussi une étude qui a porté sur comment optimiser les capacités de stockage des canaux, comment monter peut-être certains exutoires pour monter le niveau d'eau et pouvoir stocker des volumes très importants d'eau sur le territoire par les canaux. Donc voilà, il y a toute une réflexion qui est faite à la fois sur une meilleure connaissance du risque, sur l'entretien de nos ouvrages de protection et à la fin de la retranscription dans nos documents d'urbanisme,
avec pourquoi pas, si vraiment certains secteurs sont avec des enjeux très forts, voilà, des contraintes à l'urbanisation fortes sur ces secteurs. Là, vous parlez de conditionnel. Est-ce que c'est pas du futur plutôt, puisque vous êtes actuellement en révision du SCOT et du PLUI HD? Donc, les actions, là, c'est maintenant qu'elles se... Alors, il y a des actions qui ont déjà été faites. Tout le réensablement de la digue des Alliés a permis vraiment de consolider l'ouvrage, ce qui finalement réduit la vulnérabilité et donc l'aléa. On est aussi sur la gestion des ouvrages de protection sur la partie graveline. Donc, c'est pas que du conditionnel, il y a vraiment des travaux qui ont déjà été mis en place. On a le plan digue avec des travaux qui vont commencer ou qui ont commencé là, qui s'étaleront sur plusieurs mois. Donc non, c'est pas que du conditionnel, il y a vraiment des réalisations qui ont déjà été faites. Oui, vous avez évoqué dans votre présentation donc la stratégie de la communauté urbaine de Dunkerque entre ces différentes politiques dans le cadre du plan climat-énergie territoriale et réénergie territoriale. Le projet du port prévoit de créer 16 000 emplois en gros, dont 5 500 sur le Dunkerquois. Alors je ne sais pas si ça sera tous des habitants déjà installés à Dunkerque, mais est-ce qu'en lien avec ces projections démographiques, en quelque sorte, si de vos habitants arrivent, vous faites le lien avec les documents d'urbanisme dont on vient de parler, le SCOT et le PLUI HD, et puis aussi sur votre politique de déplacement, le D du PLUI HD, donc avec Dunkerque Mobilité que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a, par rapport à l'accueil d'une population, alors peut-être pas 5500, il y en a qui, je l'espère pour eux, seront sur place, ou seraient sur place, mais est-ce qu'il y a déjà une réflexion sur les conséquences que ça peut avoir en matière d'étalement urbain, enfin j'utilise ce terme global, mais bon, il y a maîtrise de l'étalement urbain plutôt, en matière de politique de déplacement par le syndicat des transports? Alors, il y a deux choses que je vois dans votre question. La première, c'est comment essayer de contenir et de maîtriser l'étalement urbain. Donc la communauté urbaine de Dunkerque a pris une délibération qui vise à... on a que la possibilité de faire 1/3 de logements en extension urbaine, 2/3 sont faits en renouvellement urbain. Ça, c'est l'objectif. Sur les dernières évaluations du plan local de l'habitat, cet objectif a été largement atteint et dépassé. Donc on est vraiment sur beaucoup plus de construction en renouvellement urbain et limiter l'extension et l'étalement urbain. Sur la deuxième partie de la question, sur la mobilité, il est bien évident qu'avec la restructuration du réseau de transport, on va chercher à essayer de massifier, de déterminer les zones où les habitats futurs se créeront, tout proche de ces futurs axes de transport en commun, et donc finalement de densifier là où la desserte en transport en commun est la plus facile, la plus simple, la plus fréquente, rapide, etc. Donc, à la fois la communauté via ses documents d'urbanisme peut agir pour contraindre finalement l'étalement urbain et définir les zones où l'aménagement et la construction de logements se fera, et de le faire à la fois à proximité des lignes de bus. D'accord. On ne peut pas avoir, bien sûr, dans la circonscription portuaire, une mixité activité-habitat. En revanche, est-ce que la proximité de l'habitat est-ce qu'on peut accueillir des populations de façon relativement proche des activités portuaires pour limiter la distance, même si bien sûr c'est une politique de transport en commun qui peut véritablement faciliter les choses? Alors là, je vous avouerai que sur la localisation des projets d'aménagement, j'ai pas les informations, mais il est évident que il doit y avoir des réserves foncières sur Lonne Plage, Bourbourg ou les villes les plus proches. Si l'accueil de travailleurs pour cette zone logistique se fait sur ces villes, voilà, il y a aussi un équilibre à trouver sur la répartition de la population sur le territoire. Mais bon, je vous avouerai que là, je sors un peu de mon champ de compétences.
Et en fait, plus globalement, finalement, nos interrogations portent sur... vous avez la chance d'avoir finalement actuellement la révision du SCOT, la révision du PLUIHD, toute la réflexion sur ce plan air, climat, énergie. Par rapport au projet du Grand Port, est-ce qu'il y a eu déjà des intégrations de ce projet? Est-ce que vous êtes en attente? Comment ça se passe? J'en ai aucune idée, je ne peux pas vous répondre de façon précise, donc je préfère ne pas vous répondre, je suis désolé. Enfin, ce n'est pas une question piège, hein, c'est vraiment une question qui pour nous est logique, qu'on a eu d'ailleurs l'occasion de poser dans nos contacts préalables, et c'est vrai que visiblement c'est une question qui accroche, qui est en cours, mais on n'en a pas vu très concrètement les résultats, et c'est vrai que comme les documents d'urbanisme sont en cours de révision, il est normal qu'on n'en voit pas encore les résultats. Après, est-ce qu'il n'est pas un peu prématuré? Un document d'urbanisme, sa durée de vie, c'est à peu près une dizaine d'années. Je pense que c'est peut-être pas pour ce PLUI qui va être approuvé dans probablement 2018-2019, mais peut-être pour celui qui entrera en révision, dans les années 2020, 2025 peut-être, on sera plus proche d'un second plan climat, d'un second plan local d'urbanisme pour la réalisation du projet. Et peut-être d'un second facette aussi, mais oui. De toute façon, je crois que ce qui est important, c'est l'anticipation, même si les résultats sur la planification ne se font qu'à plus longue échéance, l'anticipation des réflexions est fondamentale. Je saute là un peu du coq à l'âne. Vous avez parlé de la culture du risque tout à l'heure, de la sensibilisation des populations. Finalement, dans les contacts qu'on a avec la population, l'individu lambda, on a l'impression que, par exemple, la pollution atmosphérique, pour lui, ça se limite à... Enfin, c'est surtout la perception de l'odeur, que les particules, c'est pas tellement les PM10, mais les poussières qu'il voit, qu'il ressent. Comment est-ce qu'on peut dépasser cette perception qui est du tangible et faire en sorte que la population soit consciente des problèmes réels qui ne se voient pas, qui ne se sentent pas, Je pense que ça passe avant tout par la sensibilisation, l'information et l'éducation autour de l'environnement, du développement durable de façon large. Sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être un peu plus compliqué puisque voilà, c'est un problème global qui est sur le très long terme, qui est finalement peu palpable pour un territoire. Je pense que par contre sur l'approche pollution, étant donné les enjeux en matière de santé, voilà, dès qu'on touche à la santé, je pense qu'on a tout de suite un peu plus l'attention des habitants. Donc peut-être que l'approche santé-environnement est un bon axe de travail pour communiquer, essayer de diffuser des messages à la population sur des conduites à tenir en cas d'épisode de pollution, sur comment dans son quotidien contribuer à réduire nos émissions à la fois de gaz à effet de serre et de pollution. Ça passe notamment par la consommation de produits et bien divers. Donc voilà, je pense que il y a un peu de réponse dans cette question. Je pense que voilà, sur la pollution, il y a matière vraiment à toucher plus facilement le grand public voilà, par cette approche santé-environnement. Peut-être une dernière question par rapport au risque inondation. Donc que vous avez déjà étudié. Là, on parlait avec la réalisation du projet donc d'une artificialisation assez importante qui est liée aux nouvelles zones d'activité projetées. Comment percevez-vous ce projet et ses répercussions en matière d'inondation? Alors, en matière d'inondation, par rapport à la submersion, ou plutôt par rapport aux inondations continentales? Inondation, peut-être plutôt continentale. Sur l'inondation, on va effectivement artificialiser des terres. Si je me réfère à la carte que j'ai sous les yeux, on n'est pas sur un secteur à fort enjeu. Je vois peu de watergan ou de réseaux de canaux. Voilà, ce qu'il faut
pour la problématique des inondations continentales, c'est vraiment de garder notre capacité à évacuer les eaux qui nous viennent de l'arrière-pays. Le niveau de la mer augmente. Je vous rappelle que sur le territoire, on est pour certains niveaux, certains secteurs en dessous du niveau de la mer, ce qui veut dire qu'il faut pomper pour rejeter les eaux vers la mer. Si vous avez le niveau de la mer qui augmente, forcément il faudra soit pomper plus, ou alors parfois le temps d'évacuation gravitaire des eaux continentales va se réduire, puisque à marée basse on ouvre les portes, la vidange du territoire se fait de façon gravitaire. À marée haute il faut fermer les portes, sinon la mer entre sur le territoire. Donc finalement les conséquences du changement climatique et l'élévation du niveau marin va générer deux choses. On aura moins de temps finalement pour évacuer les eaux à la mer de façon gravitaire, et il faudra probablement, au vu de la modification du régime des pluies, pomper plus à des moments où on pompe déjà pas mal. Les projections sur l'évolution des précipitations par rapport au changement climatique, c'est plus de pluie aux périodes où il pleut déjà beaucoup et moins de pluie aux périodes où il pleut pas assez. Ce qui pourrait finalement aggraver le problème sur les inondations continentales, garantir le bon fonctionnement de tout le système hydraulique du territoire, que ça passe par des watergans, wateringues jusqu'aux canaux et le canal exutoire et les deux exutoires de notre territoire. Voilà, garantir et entretenir ces ouvrages hydrauliques pour qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle de pouvoir évacuer les eaux qui nous viennent de l'arrière-pays. Oui, dans la poursuite de votre réponse à cette question, je suppose que les écluses du port sont situées sur des exutoires. Je pense notamment à des écluses plus de type fluvial. Est-ce qu'on a une idée sur les conséquences que pourrait avoir un fonctionnement des écluses un peu plus intensif pour laisser passer un nombre plus important de barges du fait de la desserte de l'Hinterland par voie fluviale? Est-ce qu'on sait si ça peut agir sur le fonctionnement hydraulique du système des wateringues, ou si c'est marginal en fait? Il est probable qu'il doit y avoir des répercussions, mais je vous avouerai que là également je ne suis pas assez documenté sur ce sujet pour vous répondre de manière précise. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Marie, de nous avoir apporté des éclairages, notamment sur le plan climat-énergie territorial, et j'ai oublié l'air encore une fois.